Bonsoir Guillaume Néry. Bonsoir. Alors je le disais, double champion du monde d'apnée, mais aussi, surtout, quadruple recordman du monde d'apnée en profondeur, quintuple recordman de France. En gros, pour tous ceux qui ne seraient pas au fait, vous pouvez retenir votre respiration pendant 7 minutes et 42 secondes au moins, descendre jusqu'à 126 mètres, ça paraît inouï pour nous, petits terriens que nous sommes, et vous raconter cette aventure fascinante dans ce livre Nature aquatique, une ode à la mer, voilà qu'on voit là, c'est chez Artaud. Bon, très basiquement, on pourrait croire que l'apnée, je le disais un peu sous forme de clin d'œil, c'est juste de retenir sa respiration le plus longtemps possible, bien sûr. On découvre dans le livre que c'est un tout petit peu plus complexe que ça, Guillaume Néry. Oui, alors il existe plein de formes d'apnée. Celle qui parle à tout le monde, c'est effectivement, on prend un chrono et on voit combien de temps on tient. On met la tête sous la baignoire, dans l'eau sous la baignoire. Voilà, sous la baignoire, dans une piscine ou même à l'air libre. Mais l'apnée, en réalité, c'est cette utilisation de ce don de pouvoir arrêter de respirer, qui est accessible à absolument tout le monde, contrairement à ce qu'on peut penser, pour aller explorer les profondeurs sous la mer. Il n'y a pas des prédispositions? Comme tous les sports, à un moment donné, on peut devenir champion et battre un record avec certaines prédispositions, mais tout le monde, absolument, tout le monde, quel que soit son âge, quelle que soit sa condition physique, peut se mettre à l'apnée, peut découvrir, peut progresser énormément et ressentir ces mêmes sensations que j'essaie de décrire dans ce livre à des échelles de profondeur différentes. Vous parlez de sensations, là vous parlez aussi de sport, on n'a pas forcément en tête que c'est un entraînement bien sûr de très haut niveau, sportif, physique, et vous parlez aussi quasiment de philosophie, vous dites que c'est une discipline faite de rigueur bien sûr, mais aussi de silence qui ralentit la vitesse des pensées. C'est une vraie façon d'être, finalement, pour vous, l'apnée. Oui, c'est un art de vivre. Alors, il y a le côté sportif, les records, évidemment, qui me permet de progresser. Mais ensuite, pratiquer, comme je le fais aussi quotidiennement, c'est un moyen de couper court avec la frénésie du quotidien et effectivement ralentir. On est obligé de ralentir déjà parce que ça fait partie de l'ADN de la discipline. Ralentir pour être plus économe, ralentir pour rester plus longtemps, ralentir les pensées parce que quand on est sous l'eau, on se coupe finalement de l'environnement extérieur dans lequel on évolue et on bascule instantanément dans un autre univers. Alors, cet univers, vous le côtoyez depuis très très longtemps. Là, vous dites même que c'est quotidien pour vous, quasiment. Vous avez laissé derrière vous une carrière de compétiteur, de champion d'apnée, on le disait, puisqu'en 2015, vous décidez de tout arrêter après une plongée qui tourne mal. Rien ne se passe comme prévu sous l'eau. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Bah oui, c'était à Chypre en 2015, je tentais de battre un 5e record du monde. Et il fallait descendre le plus bas possible. Donc je tentais d'aller à 129 mètres. En apnée, on annonce avant la profondeur que l'on veut faire, on descend le long d'un câble qui est mesuré, donc on ne se pose pas la question pendant la descente d'où on va là où se trouve la petite plaquette qui est le témoin qu'on doit ramener en surface. Pendant la descente, je ressens que la plongée dure plus longtemps que ce que j'imaginais, mais bon, je récupère cette petite plaquette. Je remonte et à quelques mètres de la surface, je perds connaissance. Je fais ce qu'on appelle une syncope. Dans l'eau ? Dans l'eau, 9 mètres de la surface. Il y a toute une sécurité, évidemment, qui me prend en charge. Et quand je reviens à moi en surface, donc dès qu'on est à l'air libre, on retrouve son souffle. Et je ne comprends pas comment la plongée a pu se solder par cet échec-là. Et en regardant mes instruments de mesure, je réalise que je ne suis pas descendu à 129 mètres, mais à 139 mètres. Donc 10 mètres plus bas que ce que j'aurais dû faire, parce qu'il y a eu une erreur de l'organisation. Alors qu'est-ce que c'était cette erreur ? Ils ont réglé le câble. Donc le câble est réglé parce qu'il y a des mesures. Tous les 10 mètres ? Tous les 10 mètres, même tous les mètres. Il y a certaines mesures tous les 10 mètres. Et il y a eu une erreur parce qu'il y a un petit bout de marquage qui s'est enlevé sur une dizaine, ce qui fait que 139 mètres se lisait 129 mètres. Ça a failli vous coûter la vie ? Ça a été compliqué, effectivement. Heureusement que j'étais très entraîné. Heureusement que finalement ma recherche de perfection dans ma préparation m'a donné une marge de manœuvre. Alors pas suffisante pour réussir le record. Bah si, vous avez battu le record, 139 mètres. Non, ça n'a pas été battu. Pourquoi ? Parce qu'un record pour être battu, je dois le maîtriser de A à Z. Je dois revenir en surface, être conscient. Il y a un protocole. Et le fait de ne pas avoir été conscient fait que ce record-là n'a pas été validé. Oui, non. Sinon, on ouvrirait la porte à beaucoup d'excès. Les gens descendraient, remonteraient à moitié morts et puis on leur validerait un record et ça serait n'importe quoi.
Et ce jour-là est un jour très important, pas seulement pour cette prise de risque inouïe, mais aussi, vous dites, c'est le premier jour du reste de mon existence. Vous allez décider d'arrêter la compétition. Alors, je décide d'arrêter la quête des records. Alors, sur le moment, c'est vrai que j'ai pris une décision radicale. J'ai dit j'arrête tout. Et puis rapidement, au bout de quelques années, 2-3 ans, je réalise qu'il y a un besoin d'aller en profondeur, hein, pas forcément pour chercher aller. le record. Voilà, cette quête du record, elle s'est vraiment dissipée. Elle s'est dissipée. Elle a été remplacée par d'autres envies, des envies d'explorer le monde, des envies de ressentir la profondeur pour une quête plus personnelle. On vous voit là dans les fonds marins d'ailleurs, vous nagez avec des requins. Il y a un lien avec la mer qui est très important pour vous. Oui, bah c'est ce que j'ai essayé de raconter dans ce récit, cette évolution qui part de l'accident, qui part des profondeurs, et sur comment cette prise de recul me fait réaliser finalement que ce qui reste de tout ça, c'est ce lien avec l'eau, avec la mer, que j'essaie de partager pour que le lecteur puisse à un moment donné se dire, bah oui, moi aussi, je peux aller à 2 mètres, 3 mètres, ne serait-ce qu'en se baignant, ressentir la magie incroyable d'être sous l'eau. Oui, vous parlez de nature aquatique. En tout La cas, nature aquatique, c'est ce titre qui s'est imposé parce que mon cheminement m'a amené à découvrir, à réaliser cette nature profonde que j'ai d'être aquatique, mais qui n'est pas propre à moi, qui je pense est propre à tous les humains. On a un lien avec l'eau. Et comment on la découvre alors En allant dans l'eau. Est-ce qu'il y a des façons de faire? Parce que là, on parle de l'apnée. Bon, bien sûr, là, on est sur des difficultés un peu supérieures à ce qu'on peut vivre quand on va juste simplement dans l'eau. Est-ce qu'il y a des manières aussi de s'entraîner, d'appréhender Alors déjà, oui, il faut savoir que quand moi j'ai commencé il y a 20-25 ans, il n'existait quasiment aucun club pour pratiquer. Depuis, la discipline s'est démocratisée, développée. Il y a des clubs absolument partout. Donc grâce déjà... au fameux Grand Bleu, non, de Luc Besson. Alors, le Grand Bleu, c'est un point de départ. Et ensuite, après le Grand Bleu, il y a des passionnés qui ont créé un premier mouvement. Et c'est en partant de là que ça s'est développé tout doucement. Et aujourd'hui, on peut faire de l'apnée partout. À Paris, il y a entre 30 et 35 clubs d'apnée qui pratiquent en piscine. Et c'est une première approche. Se retrouver dans l'eau, apprendre à respirer aussi. Puisque faire de l'apnée, c'est arrêter de respirer. Mais on doit d'abord apprendre à cette chose très simple que vous êtes en train de faire, que je fais aussi de manière complètement inconsciente, qui est de respirer. Et en fait, en reprenant le contrôle de cette respiration, on ouvre une espèce de porte sur soi et qui amène, à un moment donné, à changer un peu son rapport avec le monde. Vous parlez de sensations très particulières quand vous êtes en grande profondeur dans l'eau, quasiment de sensations de bien-être. Il faut rappeler quand même que vous avez des palmes et que ça, dans le noir total. Et pourtant, c'est ce que vous ressentez. Exactement, c'est ce que je vais rechercher. Je ne suis absolument pas dans une quête morbide. Non, j'essaye de progresser très lentement. J'essaye de prendre le temps de l'adaptation à ces conditions. Et avec ce temps-là, avec cette philosophie-là, ce que je vais ressentir, c'est une sensation de bien-être extraordinaire, mais qu'on peut ressentir aussi à très peu de profondeur. Est-ce qu'on peut s'entraîner un tout petit peu? Comment? En quelques mots? Bien sûr, comme pour tout, si on veut être bon en course, on va courir. Si on veut être bon en apnée, on va dans l'eau, on découvre. Et chaque jour, une seconde de plus? Chaque jour, une seconde de plus, 1 mètre de plus. Et en fait, c'est le début d'une transformation et une métamorphose où on fait plus attention à soi, où on apprend à ralentir et où on devient un meilleur... apnéiste comme vous. Une ode à la mer. Merci à vous, Guillaume Néry. Nature aquatique, voilà. C'est chez Artaud. Merci encore pour ce voyage sous les mers. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission.